Salut les gars. L'histoire commence à Moscou, avec Dominika, une gracieuse danseuse de ballet à l'avenir prometteur. Belle, séduisante et talentueuse, sa carrière prend brutalement fin lorsqu'elle se casse la jambe gauche après avoir été piétinée par son partenaire sur scène. Clouée au lit, Dominika est plongée dans le désespoir. Le ballet n'était pas seulement sa passion, c'était aussi sa seule source de revenus pour subvenir aux besoins de sa mère, gravement malade et dépendante d'elle depuis des années. Le théâtre de Moscou lui coupe aussitôt son salaire, la laissant dans une impasse totale. En quête d'aide, elle se tourne vers son petit ami, mais découvre qu'il la trompe avec une autre danseuse. Furieuse, elle les confronte dans les toilettes du théâtre et leur donne une sévère correction à l'aide de sa canne. Brisée sur tous les plans, amour, carrière, avenir, Dominika est au plus bas. C'est alors que son oncle, un haut responsable du bureau de sécurité de l'État russe, entre en scène. Il lui propose un marché, approcher une veuve considérée comme une menace par les services de renseignement russes. Cette veuve, qui la connaît pour l'avoir vue danser autrefois, nourrit des intentions douteuses envers elle. Dominika refuse d'abord, mais l'offre est trop tentante. En échange, elle pourra rester au théâtre et sa mère sera soignée dans un hôpital de qualité, entièrement aux frais du gouvernement. N'ayant plus d'options, elle accepte. Habillée d'une robe élégante, elle se rend dans un hôtel, terrain de chasse pour riches prédateurs. Très vite, la veuve l'emmène dans une chambre, mais au moment fatidique, Dominika résiste. C'est alors qu'un homme en noir surgit et étrangle la veuve avec un fil avant d'emmener Dominika. Cet homme est un espion du bureau de sécurité russe, un tueur professionnel. Il la conduit dans une planque, où son oncle l'attend. Elle découvre alors que tout ceci, y compris le meurtre, faisait partie d'un plan du bureau. La présence de Dominika n'était pas fortuite, il voulait qu'elle assiste à l'assassinat pour la contraindre à intégrer leur rang. Désormais, elle n'a que deux choix, rejoindre le bureau de sécurité de l'État, ou être éliminée. La Dominique n'avait pas d'autre choix que de choisir la seconde option. D'ici, on voit que tout ceci est une conspiration. Il s'est avéré que l'oncle voulait depuis longtemps infiltrer le bureau de sécurité de l'État russe. Dominique a été piétinée par son partenaire et suspendue de son salaire. Elle a été suspendue du département de théâtre et ainsi de suite. Tout a été planifié par son oncle. Après avoir forcé Dominika à foncer tête baissée, il la laissa s'approcher de la veuve et assister à tout le processus d'assassinat. Afin de tester le sol, son oncle lui-même a poussé sa nièce dans le foyer. Jusqu'à présent, la Dominique ne peut qu'obéir. Après avoir rencontré sa mère, selon les instructions de son oncle, elle est allée dans une école secrète spécialisée dans la formation d'espions Pichkold. Il n'y avait qu'une seule vieille dame à l'école, et elle était la seule enseignante. Le premier professeur de l'école a enseigné la seule règle. Les étudiants qui sont venus ici n'avaient que deux choix. Soit vous devenez un excellent espion couleur pêche, soit vous devenez un cadavre. Il n'y a jamais eu de prétendue retraite. Il y avait deux types d'espions Pichkold. L'espion masculin s'appelait Roméo et l'espionne Swallow ou Red. Et le contenu du professeur était choquant. La vieille dame a demandé à une étudiante et à un étudiant de se déshabiller tous. Lorsque l'étudiant a entendu l'ordre, il a immédiatement enlevé ses vêtements sans hésitation. Mais la Dominique l'a complètement ignoré. Alors la vieille dame a dit sérieusement que ton corps appartient au pays. Depuis votre naissance, le pays vous a élevé. Maintenant, il faut rembourser son pays, mais la Dominique n'est toujours pas émue. La vieille dame dit alors qu'il faut apprendre à se sacrifier pour un objectif noble et se forcer à dépasser les limites. La vieille dame a également dit que venir ici ou dans les tâches futures, l'estime de soi est la chose la plus inutile. Désormais, vous devez oublier les normes morales que vous connaissez et toute votre estime de soi, à moins que vous ne vouliez devenir un cadavre. Mais la Dominique n'a toujours pas fait de compromis. La vieille dame ne l'a pas forcé non plus, mais a appelé un partenaire d'entraînement et a laissé une autre étudiante faire ce genre de test humiliant en direct en public. Un enseignement aussi exagéré et inhumain ne peut être dispensé par des étudiantes et des stagiaires. Pour les étudiants présents, le corps est leur arme et peut vaincre n'importe qui avec une forte volonté. Par conséquent, les informations qu'ils désirent peuvent également les maintenir en vie. On peut dire que la méthode spécifique enseignée par la vieille dame brise 3 niveaux. Vous pouvez imaginer ce que vous n'avez pas entendu, et le contenu de l'enseignement est loin de l'être. Un groupe d'étudiantes est entré dans la salle de classe et il y avait un groupe de marines dans le couloir. Ils sont sur le bateau depuis de nombreuses années, mais ils n'ont aucune chance de s'entendre avec les femmes. Alors, l'école les a spécialement amenés dans cette école. Ce soir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent aux étudiants ici. Ils peuvent éliminer l'expérience des marines en colère et laisser les étudiants perdre lentement leur dignité et leur pratique. Dominique n'avait pas le droit de choisir, mais elle a quand même résisté et a battu les marines partout sur le terrain. En raison de la résistance de Dominique, la deuxième personne du bureau de sécurité russe et son oncle ont dû se présenter pour avertir Dominique que si elle résistait à nouveau, elle deviendrait un cadavre et serait emmenée hors de l'école. La Dominique a dû se rendre. La vieille dame a donné une autre leçon en direct et a laissé entrer dans la salle de classe le gars qui était venu la battre. Devant tous les étudiants, Dominique peut faire ce qu'elle veut. Les femmes se déshabillent, retirent leurs sous-vêtements et acceptent face à face les insultes des hommes. En plus de cet aspect pratique et d'entraînement, les étudiants ont également un entraînement physique simple et quelques compétences que les agents doivent apprendre. Bien sûr, le plus important est de savoir comment utiliser son corps. Même l'école leur permettra de regarder de nombreuses vidéos de guides pour améliorer leurs compétences.
Bientôt, Dominique a obtenu son diplôme et a reçu une mission. Les renseignements montrent qu'un traître est apparu à la tête du bureau de sécurité russe. Il a rencontré secrètement un agent de la CIA nommé Nizenier. Afin de découvrir qui est le traître, la Russie a tenté d'arrêter l'agent de la CIA Nesnir. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'autre partie s'enfuit dans l'ambassade américaine. Nizenier est à nouveau apparu à Budapest. L'oncle a demandé à Dominique d'aller à Budapest et de trouver un moyen d'approcher Nesnir. Assurez-vous d'obtenir des informations sur l'identité du traître. Dominique est allé à Budapest au hasard et a observé Nesnir pendant un moment. Elle a séjourné dans la maison sécurisée du bureau de sécurité russe à Budapest. Il y a ici un compagnon qui est également un évadé russe. Il effectue d'autres tâches. Dominika a teint ses cheveux en doré et est venue à la piscine où l'agent de la CIA Nesnir se rend souvent. Lorsqu'elle manipulait la carte de membre de la piscine, elle hésitait. Finalement, elle a rempli son vrai nom, Dominika, dans les informations du membre. La femme est fière de sa silhouette et passe délibérément devant l'homme. Son action a réussi à attirer l'attention de Nesnir. Après être sortie de la piscine, Dominique a rencontré Nesnir exprès et en a ensuite profité pour passer un bon moment. La Dominique est très douée pour faire la différence entre gagner et perdre. Après quelques discussions simples, elle est partie au hasard, mais elle ne s'attendait pas à ce que lorsqu'elle retournerait à la piscine, elle ne puisse pas trouver sa carte de membre et ses informations de membre à la réception car ces informations de membre avaient été secrètement emportées par Nesnir. Comme Nesnir s'y attendait, grâce à la carte de membre de la piscine, elle a vite découvert que l'accident du directeur adjoint du KGB était l'oncle de Dominique. Bien que l'identité officielle de la Dominique ne soit que celle du traducteur de l'ambassade de Russie, il est évident qu'il s'agit d'enquêter sur l'espion. Une telle personne révélerait son vrai nom. Il y a évidemment d'autres intentions. Par conséquent, Nizenier pense que la Dominique a une valeur de contrefaçon élevée. Par coïncidence, Budapest a réuni le personnel des ambassades de différents pays et a organisé une conférence commerciale. L'identité de la Dominique est le traducteur de l'ambassade de Russie. Les deux hommes se sont rencontrés à nouveau lors de la conférence commerciale. Ce qui a surpris Nesnir, c'est que Dominique savait déjà qu'elle avait révélé son identité. Comme tout le monde connaissait l'identité de chacun, Nesnir ne la cachait pas. Il a invité la Dominique à se réunir à 20h le lendemain. La Dominique a rapidement accepté. Personne ne serait prêt à échanger contre l'inhumain bureau de sécurité russe. La intelligente Dominique a délibérément laissé son vrai nom. C'est-à-dire qu'elle a délibérément montré son identité à Nizenier et en a profité pour contacter la CIA. Elle prévoyait d'utiliser le pouvoir de la CIA pour la forcer, elle et sa mère, à fuir la Russie. Dominique a agi de manière pitoyable après avoir rencontré Nizenier en secret. Elle n'a pas attendu que Nizenier se rebelle contre elle. Elle a pris l'initiative de dire ce que le bureau de sécurité russe lui avait fait et a accepté d'être une espionne à double face. La condition était que la CIA transfère une somme d'argent sur le compte bancaire qu'elle lui aurait fourni. Elle voulait également faire sortir sa mère de Russie. Nesnir a déclaré que l'argent n'était pas un problème, mais la mère de Dominique séjourne désormais dans un hôpital privé du bureau de sécurité russe pour recevoir des soins et un traitement. En fait, elle est une otage. C'est très difficile de la faire sortir, mais ce n'est pas impossible. Mais la CIA a aussi des conditions. La Dominique doit être cet otage. C'est-à-dire que pour sauver sa mère, la femme a promis à l'agent de la CIA d'être une espionne à double face. Afin de montrer sa sincérité, elle s'est donnée à l'homme cette nuit-là. Le lendemain, Nizenier a emmené Dominika dans une maison à Budapest. Le prochain est cet otage. Dominique pensa soudain à son compagnon dans la maison sûre. Elle a également effectué une mission ici, et l'objet du contact était une employée du Congrès américain. Alors, Dominique a profité de l'absence de son compagnon et a cherché secrètement des informations dans sa chambre. Elle a découvert un secret surprenant. Il s'est avéré que l'employé voulait vendre la dernière technologie de missiles satellites développée par les États-Unis au bureau de sécurité russe. La Dominique a donc révélé cette information à la CIA. Mais la CIA a décidé de ne pas agir. Laissez la Dominique trouver un moyen de conclure un accord avec cet employé et de changer la technologie des missiles. Laissez les Russes s'emparer de la fausse technologie des missiles satellites. Dominique était retournée à la maison sûre. Elle voulait avouer à son compagnon qu'elle préférait conclure un accord avec la responsable du personnel féminin plutôt qu'avec l'autre partie. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son compagnon refuse, car c'était une méthode qu'elle utilisait depuis longtemps et avec beaucoup de succès. Finalement, elle conclut un marché. Si l'affaire s'avérait un grand succès, elle pourrait obtenir une promotion. Même si elle ne parvenait pas à atteindre le sommet du bureau de sécurité russe, elle pourrait finir sa vie en tant qu'espionne, couleur pêche, réduite à ne vendre que son corps. Une certaine Dominique coupable proposa de partager la moitié du mérite avec son compagnon, mais celui-ci refusa systématiquement. À ce moment-là, l'oncle de Dominique arriva personnellement à Budapest. Il s'avéra que le bureau de sécurité russe cherchait désespérément à découvrir l'identité du grand commerçant. En tant qu'oncle du numéro 3 du bureau de sécurité russe, il était venu superviser les progrès de Dominique. Dominique expliqua alors à son oncle qu'elle allait vendre des renseignements sur la nouvelle technologie américaine des missiles satellites. Elle demanda à son oncle d'accepter qu'elle conclue un accord avec la chef du personnel. Mais celui-ci déclara que la tâche principale de Dominique était de démasquer le traître et rejeta catégoriquement son idée.
Dominique insista en expliquant qu'elle avait déjà contacté l'agent de la CIA, Nathaniel, mais que ce dernier ne lui faisait pas entièrement confiance. Si elle envoyait un émissaire pour conclure un accord, l'autre partie risquait de vendre immédiatement l'identité du chef d'état-major à la CIA pour gagner sa confiance. Ainsi, Dominique pourrait obtenir l'identité du grand commerçant russe directement de Nathaniel. Par ailleurs, la valeur des renseignements sur la nouvelle technologie américaine était plus importante que la simple découverte du traître. Convaincu, son oncle fournit les fonds nécessaires à la transaction. Avant de débuter l'opération, Dominique se trouvait dans une banque à Budapest. Grâce à son charme, elle persuada son frère d'ouvrir un compte bancaire à son nom, sur lequel la CIA crédita une grosse somme, suffisante pour qu'elle et sa mère vivent sans souci pour le reste de leur vie. Nathaniel tint sa promesse et effectua le transfert d'argent. Mais cela ne suffisait pas. Dominique demanda à la CIA d'exfiltrer sa mère hors de Russie au plus vite. Avec cette garantie, elle respecta la date convenue et conclut l'accord avec la responsable du personnel du député américain. La responsable du personnel, sans défense face à l'argent, sortit immédiatement le disque magnétique contenant la nouvelle technologie des missiles satellites et le remit à Dominique. Celle-ci vérifia l'authenticité du disque grâce à l'ordinateur de sa chambre, puis le remplaça par un faux disque magnétique caché à l'avance dans une armoire. Le contact de son oncle ne découvrit pas la supercherie et emporta tous les faux disques. Une fois la transaction terminée, Nathaniel, qui surveillait tout, entra rapidement dans la pièce et récupéra tous les vrais disques cachés dans l'armoire. La nouvelle technologie des missiles satellites fit le tour du monde et arriva finalement entre les mains de la CIA. Cependant, la CIA était trop impatiente et voulait arrêter rapidement le chef d'état-major qui avait divulgué ses secrets militaires américains. L'oncle de Dominique dépêcha alors de nombreux agents du bureau de sécurité russe sur place. Après avoir découvert une anomalie, ils tuèrent immédiatement le chef d'état-major devant la CIA. Dominique fut kidnappé par les proches de son oncle et ramené en Russie. Le bureau de sécurité russe suspecta Dominique de trahison. Tous les moyens furent utilisés pour tester sa loyauté. Ils affirmèrent détenir des preuves et lui demandèrent d'admettre qu'elle était une traîtresse. Dominique fut battue jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis enfermée sans être libérée. Elle subit ensuite 72 heures de torture par alternance de glace et d'eau chaude, un supplice que personne d'autre n'aurait pu supporter, mais Dominique le fit. Le dernier test fut mortel. Un agent de sécurité russe lui montra une retransmission en direct où un autre agent impliqué dans la transaction était exécuté. Ce dernier affirma avec fermeté qu'il n'était pas un traître, mais fut abattu immédiatement. L'agent se tourna alors vers Dominique, tira une balle en visant sa tête, mais l'arme était vide. Dominique répondit fermement qu'elle n'était pas une traîtresse. L'oncle, convaincu, considéra le test comme réussi et la laissa retourner à Budapest pour continuer à collaborer avec Nathaniel et découvrir l'identité du traître au sein du bureau de sécurité russe. Tous les faux documents obtenus lors de la précédente transaction furent remis à l'oncle, qui se dépêcha de s'attribuer le mérite. En l'absence de preuves, ces faux documents furent transmis au chef du bureau de sécurité russe. Lorsqu'il découvrit qu'il s'agissait de faux, Dominique était déjà de retour à Budapest. Après avoir rencontré Nathaniel, ils passèrent la nuit ensemble. Mais le lendemain, un tueur envoyé par le bureau de sécurité russe arrivait. Dominique se réveilla en sursaut et découvrit Nathaniel étranglé par ce tueur. Elle ne bougea pas, s'approcha lentement, attacha les mains et les pieds de Nathaniel avec une cravate. Le tueur desserra alors le fil, sortit un ensemble d'outils de torture destinés à forcer Nathaniel à révéler l'identité du traître. Ces outils possédaient un dispositif spécial de recouvrement. Dominique ne bougea toujours pas, s'empara de l'outil et prit l'initiative de torturer Nathaniel, parvenant à engourdir le tueur. Profitant de sa distraction, Dominique lança une attaque décisive. Mais la force du tueur était trop grande et Dominique faillit mourir. Heureusement, Nathaniel se libéra à temps, et ensemble, ils tuèrent le tueur. Le lendemain matin, la deuxième personne du bureau de sécurité russe retrouva Dominique dans un hôpital secret de la CIA. Il expliqua qu'il avait été en contact avec Nathaniel et se révéla honnête, affirmant que sa famille n'avait pas été tuée par l'ennemi, mais par son propre peuple, qu'il avait transformé en bête. Il avait donc choisi de coopérer avec la CIA. Mais désormais âgé, il ne voyait plus vraiment de sens à sa vie. Il espérait que Dominique finirait par révéler l'identité du traître. Ainsi, non seulement elle se protégerait elle-même, mais elle pourrait aussi apporter une contribution majeure et accéder à un niveau supérieur. Cet homme, que l'on appelait la deuxième personne, nourrissait l'espoir que Dominique reprendrait son rôle et œuvrerait à la chute du bois de fer. Après son départ, il prit l'initiative de contacter la police de Budapest pour dénoncer le meurtre survenu la nuit précédente. C'est ainsi qu'il se retrouva entre les mains des autorités hongroises. Étant russe, les membres du personnel russe de l'hôtel de Budapest se précipitèrent au poste de police pour s'enquérir de la situation. De son côté, Dominique demanda au directeur du bureau de sécurité russe d'appeler pour révéler l'identité du traître et de trouver un moyen de le faire sortir de prison. Le directeur allait sûrement intervenir, car la Russie ne voulait certainement pas que ses propres espions tombent aux mains d'étrangers. Pourtant, la police de Budapest ne comptait pas relâcher les détenus si facilement. À ce moment, la CIA jouait un rôle crucial dans les négociations. Soudain, Dominique se retrouva dans une situation délicate. La CIA suspectait presque qu'elle avait trahi son agence en révélant l'identité du traître. La pression monta alors,
et un accord d'échange d'otages fut négocié entre la CIA et le bureau de sécurité russe. Les Russes devaient libérer l'informateur de la CIA, autrement dit, le traître au sein du bureau russe, en échange de Dominique. Mais à la surprise générale, lorsque l'identité du traître fut dévoilée, la CIA fut stupéfaite. Il s'agissait en fait de l'oncle de Dominique, et non du vrai traître. Nathaniel, l'agent de la CIA, garda le silence, confirmant ainsi que le véritable informateur restait inconnu. Pendant que les deux parties procédaient à l'échange d'otages, il s'avéra que tout cela faisait partie d'un plan ingénieux orchestré par Dominique elle-même. En réalité, elle n'avait jamais eu l'intention de démasquer le vrai traître. Son objectif était de faire passer son oncle pour un traître. Car cet oncle, homme vicieux, avait utilisé des méthodes particulièrement cruelles pour pousser Dominique dans le foyer. Même lorsqu'il devint la deuxième personne, le traître présumé, il contacta Dominique, espérant qu'elle révélerait son identité. Mais Dominique resta muette et poursuivit son plan pour piéger son oncle. Elle avait déjà mis en œuvre 2 étapes clés. D'abord, accepter d'être un agent double pour la CIA. Ensuite, utiliser les informations sur son oncle pour ouvrir un compte bancaire à Budapest, sur lequel la CIA versa une grosse somme d'argent, ce qui permettait d'accuser son oncle d'avoir reçu des fonds de l'ennemi. La deuxième étape fut de planter la preuve matérielle. La tasse utilisée par Nathaniel en Russie était identique à celle retrouvée chez son oncle. Dominique déroba la tasse de Nathaniel et la plaça secrètement dans la maison de son oncle. La présence des empreintes digitales de Nathaniel sur la tasse servit à l'accuser d'avoir contacté l'agent de la CIA. Par coïncidence, un membre du Congrès américain souhaitait vendre une technologie militaire ultra secrète aux espions russes. Dominique saisit cette opportunité pour participer à la transaction, remplaçant discrètement la carte magnétique contenant les données des missiles satellites par une fausse. Son oncle, chargé de récupérer les cartes magnétiques, ne détecta pas la supercherie et remit directement les fausses cartes au chef du bureau de sécurité russe. Ce dernier soupçonna alors l'oncle de Dominique d'avoir sciemment échangé les documents. En fouillant chez son oncle, on trouva l'empreinte digitale de Nathaniel sur la fameuse tasse et on découvrit qu'un compte bancaire conséquent appartenait à son oncle, alimenté par la CIA. Les preuves s'accumulaient aussi contre Dominique, dont les empreintes furent presque utilisées pour la désigner comme traîtresse. Le bureau de sécurité russe décida alors d'échanger Dominique contre son oncle, qui, en arrivant au milieu du trajet, fut abattu car le bureau n'autorisait aucun commerçant à agir ainsi. Dominique fut ramené en Russie en héros, recevant honneur et récompense. Son oncle, lui, ignorait tout ce qui s'était passé, tandis que le véritable traître demeurait la deuxième personne du bureau de sécurité russe. En voyant Dominique honoré, ce dernier fut à la fois frustré et inquiet. L'histoire se termine ici, mais le prochain épisode promet d'être encore plus palpitant.